Messieurs, dames, bonsoir. Il est un peu plus de 20 h au tribunal de Dakar. C'est l'heure du journal sur la TFM. Voici le sommaire. Les 8 jeunes libéraux sont désormais libres après un premier report. Le tribunal les a relaxés ce vendredi. Le procureur avait requis 6 mois de prison ferme. Toutefois, le tribunal ne l'a pas finalement suivi. Anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop demain. Ses héritiers regroupés autour du RND veulent redynamiser le parti. La léthargie ne sera qu'un mauvais souvenir. 29 ans après, l'université qui porte son nom découvre au quotidien ses enseignements, mais son idéologie pas encore maîtrisée par les étudiants. En sport, toujours CAN 2015, retour sur les incidents de la demi-finale d'hier et puis les sanctions lourde de la CAF contre le Maroc. Et puis, le dossier du jour a un parfum très culturel. Il nous parle de la méconnaissance des musées du Sénégal. Bonsoir à tous et merci de nous choisir. Relax pur et simple des 8 jeunes du Parti démocratique sénégalais. Le tribunal les a libérés aujourd'hui. L'avocat de la défense estime que le droit a été dit. Nous reviendrons sur ce reportage de Dissa Prera. À Thiès, les malfaiteurs ont été cernés et maîtrisés par les policiers. Le commissariat central a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Ces malfaiteurs qui écumaient la ville ont été retrouvés avec des armes blanches et un butin extrêmement important. Reportage Cheikh Anta Diop. Les malfaiteurs qui opéraient dans Thiès-Ville et les quartiers périphériques ont été finalement appréhendés par les éléments du commissariat central de Thiès. Dans la nuit du lundi 2 au mardi 3, donc les populations de la cité ouvrière ont alerté, n'est-ce pas, le poste de police de Médina Fall pour signaler, n'est-ce pas, une tentative de vol de bétail. Et à la suite de cette intervention, donc, les éléments du poste de police de Médina Fall ont fait le mouvement vers les lieux et les malfaiteurs ont, n'est-ce pas, pris la fuite. Fort heureusement, parce que nous avions également un maillage de la zone, donc le commissaire de police Ibrahima Sissé qui avait ses hommes sur le terrain à 3 h du matin, ils ont donc contourner la ruelle pour, n'est-ce pas, faire le guet sur la sortie vers Diourbel. Donc ils se sont retrouvés aux alentours du lycée Amadou Ndaksek. C'est là où ils ont surpris, n'est-ce pas, la bande. Et après une rude bataille et une course-poursuite, 2 d'entre les malfaiteurs ont été arrêtés. Donc je vais me réserver ou je vais m'interdire, n'est-ce pas, de donner leur identité pour les besoins des règles de procédure. Donc ceux-là ont été ramenés au service et ils ont été interrogés. Et alors ils sont passés à table pour, n'est-ce pas, donner le reste de la bande avec des précisions sur leur position, sur leurs habitudes, sur leur fréquentation. Des objets tranchants, coupe-coupe, fusils de chasse, marteaux, tous les butins et un arsenal d'armes blanches ont été saisis. Il a fallu l'appui des éléments du groupement mobile d'intervention de la police et la collaboration de la population pour mettre la main sur les malfaiteurs qui étaient lourdement armés. Depuis quelques jours, ces malfaiteurs attaquaient boutiques, magasins, pharmacies et certains quartiers de Thiès comme Bourg 1, Bourg 2 et Kër-Issa. Des sommes énormes ont été emportées, blessant même des personnes au passage. Après avoir démantelé ce redoutable gang, les populations de Thiès peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement. Puis retour en politique, la sortie de Maître Wade fait toujours réagir la classe politique. Bayla Wane dénonce le cynisme politique de l'ancien président du Sénégal. Selon lui, l'ex-chef d'État ambitionne toujours de placer son fils devant l'État du Sénégal. Il rappelle aux uns et aux autres qu'il y a de nouveaux riches. Il précise, Bayla Wane, ancien DG de la LONASE, était l'invité de Aïssatou Diop Fall dans Face à Face qui vous sera diffusé demain. Voici un bout de son émission. bi mu toogee rek la jàpp ni
L'ancien président de la République avait un projet de dévolution monarchique. Pour ce faire, il avait créé de nouveaux riches pour soutenir son fils Karim. À travers l'appareil d'État, Wade s'est trouvé d'autres collaborateurs. À ceux-là, il avait aussi confié des postes de responsabilité et la finalité de toutes ces nominations était de porter Karim Wade à la magistrature suprême. Il est vrai que j'ai toujours des amis au sein du Parti démocratique sénégalais, mais je ne dois rien à personne. Par ailleurs, Maître Abdoulaye Wade avait écarté des militants de la première heure à maintes reprises, arrêtés et envoyés en prison. De plus, le Parti démocratique sénégalais compte dans ses rangs des militants malheureusement pas considérés. Bayla Wane que vous entendrez dimanche dans Face to Face. 29 ans après la disparition de Cheikh Anta Diop, ses œuvres sont toujours étudiées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département d'histoire. Les étudiants découvrent chaque jour les thèses de l'égyptologue. Ils anticipent même sur certains thèmes, mais dans les autres départements, l'idéologie de Cheikh Anta Diop n'est pas bien maîtrisée. Chacun mène sa lecture personnelle. Maimouna Ndiaye. Nation nègre et culture, l'Afrique noire précoloniale, l'unité culturelle de l'Afrique noire, entre autres ouvrages de Cheikh Anta Diop, étudiés ici au département d'histoire de l'UCAD, les thèmes sont variés. Quand il parle de fondement culturel, quand il parle de nation nègre et culture, c'est une grande tête qui a eu à anticiper dans le débat pour dire que le noir ne vient pas ex nihilo et le noir a eu à participer dans cette civilisation qui est la civilisation égyptienne. Souleymane Dieye est un master 2 et moniteur en même temps. Il affirme que les étudiants s'intéressent maintenant à l'égyptologie. Pour les étudiants, ils ont des thèmes, des exposés qui portent sur Cheikh Anta, c'est-à-dire les relations entre l'Égypte pharaonique et l'Afrique noire. D'une manière générale, les similitudes, et les divergences. Cheikh Anta Diop a mené plusieurs études sur le colonialisme et les langues nationales, mais il est toujours méconnu. Actuellement, il n'est pas très bien compris parce que ça a été un peu inaccessible. Les idées qu'il faisait passer étaient un peu inaccessibles. Malheureusement, tout ce qu'il avait eu à proposer aux chefs d'État africains aujourd'hui reste dans les tiroirs. J'ai eu à lire Cheikh Anta Diop, mais ce n'était pas pour une étude approfondie, mais juste des connaissances personnelles. Ce n'est pas à l'image d'une personne qui est en département d'histoire, qui étudie l'œuvre de la personne. À l'université, ce n'est qu'en licence que les étudiants se spécialisent. C'est ce qui explique parfois ce manque d'informations sur l'homme. Toujours sur cet anniversaire, la réunification du parti sera à l'ordre du jour. L'annonce a été faite par le docteur Diallo Diop. Il rappelle également que cette léthargie notée ne sera qu'un mauvais souvenir en acceptant évidemment que l'œuvre politique de Cheikh Anta Diop n'a pas été bien assumée par ses disciples Fatou Bintou Conté, Mohamed Tidjan. Ils sont trois partis à revendiquer l'héritage politique de Cheikh Anta Diop. Il s'agit du RND, Rassemblement National Démocratique, le RPS, Rassemblement Populaire Sénégalais, l'UDF Mbolomi, l'Union pour la démocratie et le socialisme. Une œuvre politique difficilement assumée par ces derniers qui se présentent comme ses héritiers. C'est une apparence, c'est une apparence. Le peu que nous avons acquis du point de vue démocratique et pluraliste est un fruit direct du combat du dernier parti créé par Cheikh Anta Diop, le Rassemblement National Démocratique. L'élargissement du multipartisme contre la volonté du président Senghor, c'est le combat du RND sous la direction de Cheikh Anta Diop. Le pluralisme médiatique, notamment dans la presse écrite et ou audiovisuelle, c'est le combat du RND après Cheikh Anta Diop. L'impression que son héritage est éclaté, c'est une apparence trompeuse. Le docteur Diallo Diop annonce que des tentatives de réunification de la famille antaïste est en cours. La dynamique unificatrice et réunificatrice est en cours et tous les authentiques chers antaïstes finiront par se retrouver pour peu qu'ils soient sincères et autour des contraintes et des nécessités de la mise en œuvre de son programme politique. Mais au-delà du Sénégal, l'œuvre politique de Cheikh Anta Diop a fait le tour du monde, vu son idée de panafricanisme. L'héritage politique de Cheikh Anta dépasse largement les limites du petit Sénégal ou de la Sénégambie pour concerner l'ensemble du continent africain et même
on peut le dire, de l'humanité, puisque vous avez une diaspora africaine sur les 4 autres continents et qui n'est pas numériquement négligeable. Cet héritage politique est incontournable parce que tout ce que Cheikh Anta, vous savez, la science de nos jours ne vaut que par sa capacité prédictive. Des querelles de leadership minent le parti de Cheikh Anta Diop, le RND, ce qui est contraire à sa démarche, c'est-à-dire de faire des partis des idées et non des postes. Et puis de la revendication dans ce journal, l'agence de presse sénégalaise poursuit son service minimum, ceci jusqu'à l'obtention de ces revendications qui tournent autour des salaires, leur revalorisation. Un préavis sera déposé dans le sens d'aller complètement en grève. Aïssatou Paye Fall a fait un tour à l'agence. Après quelques jours de service minimum, les agents de l'agence de presse sénégalaise continuent la lutte. Aucune de leurs revendications n'a été satisfaite jusqu'à présent. C'est dans ce cadre qu'ils ont tenu une assemblée générale. L'AG a décidé de reconduire la semaine prochaine le service minimum. Mieux encore, nous travaillons pour déposer un préavis de grève le plus tôt possible. L'augmentation des salaires, une de leurs priorités. L'AG a décidé que il va falloir se pencher sur la question de l'augmentation des salaires des travailleurs. Parce que nous avons constaté que le salaire du directeur de l'APS a fait l'objet d'une augmentation à 2 reprises, en 2010 et tout récemment en 2014. Nous estimons qu'aujourd'hui, il est question de se pencher sur la situation des travailleurs en augmentant les salaires de ces travailleurs-là. Les travailleurs de l'APS continuent le combat. Selon le délégué du personnel, ils ne sont pas du tout disposés à arrêter le bras de fer à moins que leurs revendications ne soient satisfaites. Et nous en arrivons à la fenêtre consacrée à nos députés ici à l'Assemblée nationale suite à ce qui s'est passé, l'arrestation de quelques-uns d'entre eux. Dans le règlement intérieur de l'Assemblée, notamment dans l'article 61, 2 principes fondamentaux qui sont l'irresponsabilité et l'inviolabilité protègent tous les parlementaires de l'hémicycle. Doudou Wade se félicite de l'élan de solidarité qui se crée autour du député Mamadou Diop Decroix. Suivons l'explication de Cheikh Tidiane Dione. C'est l'article 61 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui couvre tous les élus du peuple. Le statut du député est régi par l'ensemble des dispositions et pratiques parlementaires qui permettent aux députés d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Doudou Wade convoque 2 points essentiels. C'est quand on parle d'immunité parlementaire, il faut sérier 2 choses. La première chose, c'est l'irresponsabilité. C'est le député, la protection du député par rapport à ses opinions, par rapport à ses déclarations, par rapport au vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut ni être poursuivi, ni recherché, ni arrêté, ni jugé. En matière criminelle comme en matière constitutionnelle, ne peut être arrêté, sauf autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Pour l'ancien président du groupe parlementaire de la 11e législature, il ne doit pas y avoir de garde-fou pour les représentants du peuple dans l'expression de leur liberté. Dès l'instant que l'organisation en question dépose auprès de l'autorité préfectorale une déclaration de manifestation dans les délais prévus par la loi, le préfet doit se mettre dans une situation en tant qu'agent de l'administration, à ce que le citoyen puisse exercer ses droits. En outre, l'ancien député libéral salue le soutien des parlementaires à leur homologue brutalisé. Comme pour dire, entre boules de billard, il faut s'entraider. Le statut du député au centre de la question de cette fenêtre. Le député peut-il être arrêté ou traduit en justice? C'est la grande question. Dans quelles conditions un parlementaire peut perdre son immunité? Explication Ibrahima Kane. Les députés, des élus investis d'une mission publique pour le compte du peuple sénégalais. Ils sont au total 150 à siéger au Parlement et tous, en raison de leur statut, bénéficient d'une disposition garantie par la Constitution en son article 50, l'immunité. Que stipule cette disposition? Qu'entend-on par immunité parlementaire? L'immunité, c'est une forme de protection qui est accordée à certaines catégories de personnes. Quand il s'agit d'un parlementaire, c'est-à-dire d'un député,
on parle d'immunité parlementaire. Et s'il s'agit d'autres catégories de personnes comme les diplomates, on peut notamment parler d'immunité diplomatique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une forme de protection contre toutes sortes de poursuites pénales, d'arrestation et de condamnation. Donc c'est un obstacle à toute forme de poursuite prévue par l'article 50 de la Constitution. Cette protection dont jouissent les parlementaires constitue-t-elle un visa à l'impunité? La disposition a-t-elle des limites? Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ces personnes-là ne peuvent être inquiétées. Mais ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est qu'une immunité n'est pas un absolu. Ici au Sénégal, elle est limitée par ce qu'on appelle la notion de flagrant délit. Cette notion permet au procureur de poursuivre, d'arrêter ou de faire condamner tout député impliqué dans le cadre d'une infraction. Pour rappel, Maître Abdoulaye Wade, Landing Savané et Pape Oumar Kane, tous députés en 1994, avaient été arrêtés suite à la mort de 6 policiers lors des événements des Moustarchidines. Les Sénégalais s'invitent au débat et semblent ne pas se plaire dans l'attitude de certains députés. Ils ont carrément dit qu'ils préfèrent des députés de référence et qu'ils ne doivent pas se regarder en chiens de faïence. Micro-trottoir. Les députés doivent tout faire pour défendre les intérêts des populations, bien examiner les lois avant de les voter. Parfois, je me dis qu'ils ne défendent pas les mêmes intérêts. Or, chaque parlementaire doit représenter sa localité. Pourquoi donc créer des divergences, surtout dans la rue? C'est vraiment inutile. Avant tout, ils sont des responsables, des représentants du peuple aussi. C'est leur rôle principal. Aujourd'hui, les députés oublient même pourquoi ils sont élus. Ils se disputent et c'est inutile à mon avis. Et puis les boulangers du Sénégal comptent se moderniser. Ils estiment qu'il est temps d'aller au-delà des estimations à travers une valorisation des céréales locales. Ils ont reçu 150 pétrins. Le pétrin, c'est cet instrument qui gère la farine. Ce ne sont pas les gens qui seront dans la farine. C'était en présence du ministre du Commerce, Alioune Sarr. Cela s'est passé aujourd'hui à Dakar. Nous écoutons les explications du président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Il s'agit de Amadou Gaye. Propos recueillis par Maïmouna Ndiaye à Tanarba. Ce projet, porté par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, soutient techniquement et financièrement depuis 2011 la valorisation des céréales locales par l'incorporation des farines de mil et de maïs dans la production de pain, communément appelée panification. C'est 50 la première phase, 150 la seconde phase, et la FNBS s'est engagée à acheter, avant la fin du projet, 30 autres pétrins pour 30 autres boulangers. Nous constituons le segment qui fait face au mélange sénégalais dans le pain. Un des aliments de base constitue le deuxième poste de dépense des mélanges dans les villes. Nous devons donc impérativement assurer pleinement notre rôle en fournissant à tous les mélanges du pain de qualité composé de céréales locales à un prix accessible. Avant la page sportive, retour sur le tribunal de Dakar qui a relaxé purement et simplement les 8 jeunes du Parti démocratique sénégalais. Le tribunal donc leur a rendu leur liberté. À côté, la défense estime que le droit a été dit. Reportage d'Issa Preda. Ce sont des cris de joie qui ont accompagné la libération des 8 jeunes du Parti démocratique sénégalais. Détenus depuis une semaine, le tribunal les a finalement relaxés purement et simplement. Leurs camarades de l'UJTL exultent et crient victoire. On est satisfait, mais de toute façon, on savait que ça allait se passer comme ça parce que c'était un dossier pratiquement complètement politique, donc un dossier vide qui n'avait pas sa place en instruction. Donc, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, on se dit au moins une fois, justice a été rendue. La décision du juge, elle nous réconforte parce qu'au moins, on a eu affaire à un juge qui est jeune, qui a fait face à des jeunes et qui a dit le droit.
Pour un des avocats de la défense, le droit a été dit dans cette affaire. Maître Ousseynou Ndiaye affiche une satisfaction totale. Le droit a été dit et bien dit. Je suis véritablement satisfait. Et mes confrères aussi. Nous avons plaidé en droit. Ils étaient poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée. Après près de 5 heures de débat, près de 6 heures de débat, malgré la demande du procureur de la République qui avait requis, je le précise, 6 mois d'emprisonnement ferme, Madame la présidente du tribunal, après avoir entendu toutes les parties, a rendu la seule décision que nous attendions, c'est-à-dire la relaxe pure et simple de Toussaint Manga et compagnie. Pour rappel, le procureur avait requis 6 mois d'emprisonnement ferme en convoquant l'article 97 du Code pénal. Elle avait estimé que ces jeunes avaient défié l'autorité, argument que la défense a battu en brèche, estimant que les mises en cause n'ont même pas accédé au lieu du meeting. Les sanctions d'abord dans ce journal des sports. Le Maroc ne prendra pas part aux Coupes d'Afrique des Nations 2017 et 2019. Le royaume chérifien a été sanctionné par la CAF suite à son désistement dans l'organisation de la CAN de 2015 qui était finalement revenue à la Guinée équatoriale. La Fédération royale marocaine de football devra par ailleurs payer la somme d'$1 million comme amende réglementaire et 8 millions d'euros pour réparer les préjudices matériels subi par la CAF. La FIFA, de son côté, a sanctionné West Ham, a payé la somme de 62 millions de nos francs et blâmé Diafra Sakho suite aux différends qui a opposé la Fédération sénégalaise de football à son club anglais. Les journalistes sportifs interpellés sur la question ont des avis très partagés. Pape Cheikh. 62 millions de francs CFA d'amende à West Ham, Diafra Sakho blâmé, la sentence de la FIFA dans le litige entre la Fédération sénégalaise de football et le club de Première Ligue suscite des avis partagés. Je pense que ce n'est pas une sanction légère. Dans la mesure où l'essentiel c'est l'acte. Moi je pense que c'est, comme vous le dites, c'est trop peu comme sanction, compte tenu du fait que par exemple le même joueur, s'il était resté 48 heures après le match ou bien après l'élimination en sélection, il pourrait bénéficier d'une sanction beaucoup plus lourde, à savoir 2 semaines de salaire. Une sanction sportive n'aurait-elle pas été plus adéquate ? Chacun des deux journalistes sportifs interrogés y va de son analyse. Je pense que même les sanctions sportives aujourd'hui pourraient être mieux considérées que les sanctions financières. Aujourd'hui, par exemple, si vous dites à Diafra Sakho que vous ne pourrez pas jouer 5 matchs avec West Ham, moi je pense que West Ham va en pâtir. Ça pourrait être sanctionné disciplinairement ou faire... mais tout cela, vous savez, ces clubs-là, ces genres de clubs-là sont des industries. Il y a beaucoup de monde qui gagne derrière et quand tu prends une sanction bêtement, d'un coup de tête, ça va poser problème. Et que gagne l'instance dirigeante du football sénégalais, hormis une satisfaction morale, satisfaction dont elle se réjouit déjà? La fédération est écrite et que la fédération a été entendue à cet effet. Peut-être c'est ce qu'elle considère comme étant une victoire morale. Mais moi, à mon avis, aujourd'hui, le Sénégal n'a rien gagné dans cette affaire parce que nous, on aurait mieux souhaité la présence de Diafra dans cette CAN que ces 62 millions. Diafra Sakho, absent de la CAN 2015 après avoir été déclaré forfait 4 à 6 semaines par son club, le joueur est à la grande surprise réapparu sur les pelouses en match de FA Cup contre Bristol avec à la clé un but victorieux. Nous restons toujours dans ces sanctions sur les incidents du stade de Bata lors de la seconde demi-finale entre la Guinée équatoriale et le Ghana. La CAF n'a pas eu la main lourde contre cette équipe de la Guinée à huis clos en cas de récidive des supporters lors de la petite finale. Explication Boubacar Campbell.
50 millions de francs CFA, c'est l'amende infligée à la Fédération équato-guinéenne de football par la CAF suite aux malheureux incidents qui ont émaillé la seconde demi-finale de ce jeudi entre le Zelang national et le Ghana. C'est la sanction pécuniaire contre le comportement agressif et récidiviste du public de ce pays, a dit la CAF. Auparavant, la Guinée équatoriale a écopé dans cette même compétition d'une amende de 2,5 millions de nos francs après des comportements similaires de ses supporters lors de son 3e match de poule contre le voisin et ennemi juré gabonais. La CAF ne s'arrête pas là. Elle impose aux Zelang national de jouer son prochain match officiel à huis clos. Mais pour ne pas fausser l'esprit de fair play durant cette CAN, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre cette mesure de match à huis clos, sous réserve bien sûr du comportement des supporters équato-guinéens de Malabo lors du match pour la 3e place prévu ce samedi contre la République démocratique du Congo. Enfin, la CAF demande à la partie incriminée de prendre en charge tous les blessés enregistrés lors du match Guinée équatoriale-Ghana. Au total, 36 blessés ont été officiellement recensés, sans compter les nombreux dégâts matériels occasionnés par les casses des supporters en furie à travers les grandes artères de Malabo après leur défaite 3-0 contre le Ghana en demi-finale. Si la CAF n'a pas eu la main lourde contre la Guinée équatoriale, certains ont été très mécontents puisque l'image de l'Afrique a été purement et simplement écornée. Mamadou Koumé en fait partie, il est le président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Pape Cheikh Dia est allé à sa rencontre. Après les erreurs d'arbitrage, les scènes de violence survenues lors de la demi-finale de la CAN 2015 Ghana-Guinée équatoriale ont entaché une fois de plus l'image du football africain, de l'avis de Mamadou Koumé. Ce qui s'est passé hier à Malabo, c'est extrêmement grave. Bon, je disais que c'est une mauvaise publicité pour le football africain. Vous savez que partout dans le monde, on regarde la compétition en Asie, en Europe, en Amérique, et que les gens montrent ces images-là. Si vous regardez dans les télévisions étrangères aujourd'hui, sûrement c'est l'image qui est revenue en boucle et tout ça. Ça se passe en Afrique, on va dire les Africains, voilà encore les Africains. On n'a jamais compris pourquoi la CAF ne peut pas désigner des arbitres au-dessus de tout soupçon. Parce que ça a commencé là, le match Guinée équatoriale-Gabon, le match Guinée équatoriale-Tunisie, et ce match-là où bon, on se pose la question, pourquoi désigner un arbitre gabonais? Une amende de $100 000 a été infligée à la Fédération équato-guinéenne de football par la CAF, sanction justifiée selon le journaliste. Le moins qu'elle pouvait faire, c'est de sauver la face, c'est d'infliger une amende, parce qu'on n'avait pas compris qu'il y ait tous ces incidents et qu'on passe la gomme sur ces événements fâcheux et qui ne grandissent pas le football africain, qui ternissent son image. La menace de jouer à huis clos qui pesait sur la Guinée équatoriale a été levée. Pour rappel, 36 blessés ont été recensés suite aux échauffourées. Et le dossier du jour avant de clore ce journal, un dossier qui a un parfum très culturel. Il nous parle de la méconnaissance des musées au Sénégal. Les acteurs culturels parlent d'un manque de communication dans un pays comme le Sénégal où se tient tous les 2 ans une biennale et qui ne dispose pas de musée d'art contemporain. Fatima Ba, Thierno Laurent Mendy et Mokhtar Dia. En droit, visité le plus souvent par les élèves et étudiants, les musées sont méconnus de certains au Sénégal. Définir le mot n'est pas chose facile, même pour les étudiants. Le musée, c'est un lieu, plus particulièrement un monument où les individus ont tendance à y mettre des choses qui sont archaïques. C'est un endroit là où on expose des choses qui sont archaïques, des choses qui sont mélancoliques. Lieu où sont conservés et exposés des objets dans le souci d'enseignement et de culture, le musée est également une institution permanente sans but lucratif, ce qui n'est pas respecté au Sénégal. Nous n'avons pas une culture du musée. Le musée est une création occidentale. Nous ne sommes pas habitués à aller visiter simplement des expositions. Lorsque j'étais allé en Union soviétique pour une visite, nous avons visité le musée des armées soviétiques.
Ça m'avait tellement marqué parce que tout ce qui est là-bas sur l'histoire de la guerre 39-45, sur les massacres qui ont été sur les guerres, était là-bas. Visiter les musées n'est pas sénégalais et les raisons sont nombreuses. C'est peut-être par l'ignorance de ce qu'on appelle un musée. Moi personnellement, lorsque j'étais ici, je n'avais pas l'habitude de visiter un musée. Ceux qui les visitent le plus souvent, ce sont plutôt des touristes, des élèves ou des étudiants. Ça, c'est une première raison. La seconde raison, c'est que simplement, je trouve et je pense personnellement que le musée, l'entrée au musée, Théodore Monod coûte cher. Théodore Monod, Forces armées, Fondation Léopold Sédar Senghor, entre autres musées au Sénégal. Dans ces sites, c'est la qualité du travail des artistes qui attire le plus. Comment pouvez-vous imaginer un pays comme le Sénégal, où il y a des milliers d'artistes qui voyagent, qui exposent partout dans le monde. Aujourd'hui, le Sénégal ne dispose pas d'un musée d'art contemporain, même d'art ancien. Le seul musée qu'on a, c'est le musée Théodore Monod. Connaître l'histoire de ses ancêtres, c'est possible dans les musées. Les acteurs culturels appellent à plus de valorisation de ces sites. En plus, la construction d'un musée d'art contemporain est nécessaire au Sénégal, pays qui accueille tous les 2 ans la plus grande manifestation d'art contemporain, la Biennale. Alors, c'était la dernière note de cette édition d'information. À vous qui nous avez suivis, merci et excellent week-end à tous.